Merci beaucoup. Alors, en qualité de président de l'RPME, je suis à nouveau ravi de vous accueillir à ce 6e webinaire de notre association. Et ce webinaire aujourd'hui nous est proposé par les responsables du groupe de recherche thématique Genre et Entrepreneuriat, qui sont Christina Constantinidis, Tiffaine Lebègue et Corinne Poroli. Alors, ce webinaire va explorer la place des approches féministes en entrepreneuriat, et ce depuis les premiers travaux dans les années 80 jusqu'à nos jours. Les questions qui seront posées sont par exemple, qu'est-ce que le féminisme représente pour notre champ? Qu'est-ce que les féminismes éventuellement apportent à ce champ? Quelles pistes ces perspectives ouvrent-elles pour le futur? Ce sont donc certaines des questions qui seront posées aujourd'hui. Et pour y répondre, nous allons bénéficier du regard de 3 spécialistes du domaine, les professeurs Miruna Radou-Lefebvre d'Audencia Paris, Sophie Brière de l'Université Laval et Isabelle Auclair également de l'Université Laval. Alors, je remercie d'avance notre groupe de recherche, nos 3 oratrices de ce jour, ainsi que l'Université Laval pour son support technique, comme à chaque fois. Le prochain webinaire RPME qui vous sera proposé portera sur des questions de méthodologie, de recherche, et plus particulièrement sur les méthodes qualitatives. Nous en tiendrons évidemment au courant, et je vous retrouve après le webinaire que je vous souhaite excellent. À vous la parole. Je ne sais pas qui démarre. Mon micro n'était pas allumé. Voilà. Bonjour à tous et à tous. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de ce premier webinaire. Donc, nous tenons à remercier tout d'abord les professeurs Miruna Radou-Lefebvre, Sophie Brière, puis Isabelle Auclair d'avoir accepté notre invitation, puis d'être présentes aujourd'hui pour partager leur expertise autour des approches féministes en entrepreneuriat. Nous tenons également à remercier particulièrement Franck Janssen, Marie-Pierre Tremblay et l'RPME pour l'invitation et le soutien dans l'organisation de ce webinaire. Donc, Tiffaine, Corinne et moi sommes ravis de vous y accueillir. Comme je l'ai dit, il s'agit du premier webinaire de notre groupe thématique Genre et Entrepreneuriat. Donc, je vais prendre quelques minutes, pas plus, pour vous présenter rapidement ce groupe. Alors, le groupe, initialement, est né à l'Association de l'entrepreneuriat et de l'innovation, puis à l'RPME, et il part d'un souhait de proposer un espace d'échange, de réflexion, de projets communs, collectifs autour des problématiques liées au genre en entrepreneuriat. Alors, nos objectifs, c'est d'établir des liens entre les différentes communautés de recherche qui existent déjà autour de ces questions dans le monde francophone. La recherche francophone est extrêmement riche. En fait, il faut savoir qu'elle est caractérisée par des travaux très diversifiés abordant ces questions sous différents angles dans de nombreuses régions du monde, donc pas seulement au Québec, en France, en Belgique, mais aussi dans de nombreux pays dans le monde. Et donc, l'idée, c'est de lier ces recherches, ces communautés entre elles, et puis d'enrichir notre champ genre et entrepreneuriat. Enfin, un dernier objectif est d'accompagner les doctorants, les doctorantes, les jeunes chercheurs et chercheuses dans le domaine en proposant ces espaces où ils et elles pourront présenter leurs travaux puis bénéficier de retours de la communauté. Alors, comment est-ce qu'on fait vivre ce groupe? Eh bien, ça peut passer par la coordination de numéros spéciaux, l'organisation d'ateliers, de conférences, de webinaires, également d'autres événements, la rédaction d'ouvrages collectifs, etc. Donc, vraiment, toute idée est la bienvenue. Nous en sommes les coordinatrices de ce groupe, mais c'est vous, tous et toutes, qui allez le faire vivre dans le futur. Alors, donc, dernier petit point, donc nous sommes 3, si vous avez des idées, des initiatives, vous pouvez nous contacter. Corinne Poroli est professeure en stratégie et en entrepreneuriat à Schema Business School. Elle conduit donc plusieurs projets de recherche sur les femmes entrepreneurs et est co-titulaire de la chaire Femmes et Entreprises de Schema. Tiffaine Lebègue est maître de conférences en entrepreneuriat et GRH à l'IAE de Tours. Elle fait partie du laboratoire de recherche Valorem. Ses recherches portent sur le processus entrepreneurial des femmes, le soutien à l'entrepreneuriat des femmes et aussi sur les rôles modèles puis la carrière des femmes. Et elle est membre de l'Observatoire des représentations entrepreneuriales liées au genre également.
Enfin, moi-même, je suis professeure en entrepreneuriat à l'ESG UQAM. Je travaille depuis près de 20 ans maintenant sur les questions liées au genre en entrepreneuriat, en particulier dans le contexte des entreprises familiales. Et puis, je suis membre aussi du nouveau groupe de recherche GEST, Entrepreneuriat, Société, Transformation, coordonné par notre collègue Olivier Germain et puis avec d'autres collègues à l'ESG UQAM. Donc, je passe à présent, assez parlé du groupe, je passe à présent la parole à Tiffaine Lebec qui va présenter nos 3 intervenantes du jour. Merci encore à vous. Et puis animer le débat sur ces questions. Merci beaucoup, Christina. Donc, effectivement, dans ce séminaire, nous souhaitions explorer la place des approches féministes en entrepreneuriat depuis les travaux menés dans les années 80 jusqu'à nos jours. Alors, lorsqu'on a envisagé ce séminaire avec Corinne et Christina, plusieurs questions se posaient, notamment sur finalement ce que le féminisme représente pour le champ de l'entrepreneuriat, comment les perspectives féministes ont été mobilisées dans les recherches et quelles pistes elles peuvent nous ouvrir pour le futur. Autant de questions qui nous semblaient importantes. Et c'est dans cette perspective que nous avons sollicité les professeurs Myruna Radu-Lefebvre, Sophie Brière et Isabelle Auclair. Et évidemment, on les remercie chaleureusement. Elles ont réservé un accueil très favorable à notre demande. Et donc, avant que nous débutions les échanges avec elles, je vous propose de les présenter. Alors, Isabelle Auclair est professeure au département de management de la faculté des sciences de l'administration de l'université Laval. Elle détient un doctorat en anthropologie de l'université Laval et est titulaire de la chaire Claire Bonenfant, Femmes, Savoir et Société. Elle est experte des théories et méthodologies féministes. Sophie Brière est professeure titulaire au département de management de la faculté des sciences de l'administration, FSA Laval, ULaval. Elle détient un doctorat de l'École nationale d'administration publique du Québec et un post-doctorat de l'École de développement international et de mondialisation de l'Université d'Ottawa. Elle est directrice de l'Institut EDI2, Équité, Diversité, Inclusion, Intersectionnalité. Enfin, Myruna Radu-Lefebvre est éditrice de la revue Entrepreneurship and Regional Development. Elle est professeure en entrepreneuriat et titulaire de la chaire Entrepreneuriat familial et société à Audencia. Elle s'intéresse à la dynamique relationnelle, émotionnelle et de genre dans le processus de succession familiale. Et c'est donc avec vous, Myruna, que nous allons débuter. Nous avons en effet demandé à Myruna d'introduire ce webinaire en nous présentant les approches féministes dans le cadre du champ de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup Tiffaine, merci Corinne et merci Christina pour votre belle invitation que j'ai acceptée avec grand plaisir. Je vais partager mon écran, j'espère que ça marche. Est-ce que vous voyez? Est-ce que je suis en train de partager? Parfait. Oui? Oui, c'est excellent. C'est parfait alors. Donc il m'encombe le challenge, la tâche difficile d'introduire ce webinaire en faisant un panorama vraiment très rapide, 15 minutes, des approches féministes en entrepreneuriat. Et pour ce faire, je me suis appuyée, vous allez voir, sur quelques papiers emblématiques dans notre champ que je vais citer au fur et à mesure. Et je pense que ce sont autant de références de grande valeur pour les doctorants notamment qui nous écoutent et qui travaillent sur ces thématiques-là ou qui envisagent se lancer sur des recherches empiriques dans le champ de l'entrepreneuriat et du genre. Pour me concernant, vous l'aurez déjà compris via la présentation faite par Tiffaine, mon approche est celle d'un psychologue social qui s'intéresse aux questions de genre et il est vrai que dans mes propres recherches, j'aborde les questions entrepreneuriales en lien avec le genre via une épistémologie de type socio-constructiviste. Donc, si vous vous demandez lors de la présentation où je pourrais me situer, je me situe là. Mais sans trop tarder, je me lance. Je me lance tout d'abord avec un papier pionnier,
par Elena et Suzanne Marlowe, donc publié en 2012. Elle disait donc dans le journal Organization que l'agenda actuel de la recherche en entrepreneuriat est en danger d'arriver à un point épistémologique, un point mort en matière d'épistémologie, si l'on ne se lance pas tous collectivement dans une réflexion critique qui pourrait informer, qui pourrait nous permettre d'avancer la recherche en entrepreneuriat, notamment en nous focalisant autour de deux axes de réflexion majeurs qui sont celles concernant qui peut être un entrepreneur et à quoi est-ce que cet entrepreneur pourrait bien ressembler. Et on voit bien qu'au tout début, on disait on va faire un panorama qui remonte aux années 80, mais au fond, dans le champ de l'entrepreneuriat, les premiers papiers qui font la synthèse des travaux engagés sont sortis au début des années 2000. Et lorsqu'ils font le panorama des travaux déjà effectués, Hall, Bruni et ses collègues, ainsi que Kallas et ses collègues, remarquent qu'au fond, ce qui a donné naissance à ce champ de l'entrepreneuriat et du genre, c'est le constat d'un biais de genre dans la pratique sociale de l'entrepreneuriat. Notamment, ils ont constaté que les traits, les comportements et les activités entrepreneuriales expriment au fond des caractéristiques, expriment et reproduisent des caractéristiques dites masculines dans nos cultures, ce qui impacte, par voie de conséquence, notre regard épistémologique et théorique sur la production et la reproduction du champ de l'entrepreneuriat en tant que domaine de savoir, en tant que discipline. Donc, en quelque sorte, le point déclencheur de ces études-là a été le constat de la masculinité des pratiques sociales, des identités entrepreneuriales et du rôle même social de l'entrepreneur tel qu'il est construit culturellement, socialement dans nos cultures et qui a donné naissance à des études qui ont essayé de comprendre cette dimension masculine, mais de manière un peu paradoxale, les premières, ou en tout cas une bonne partie de ces études-là, ont aussi marqué notre propre façon de comprendre ce que c'est qu'un entrepreneur et ce qu'un entrepreneur fait. Donc, la masculinité des pratiques sociales et des identités, des rôles sociaux attachés à l'entrepreneuriat, au lieu de l'aborder d'une manière un peu critique, un peu, en tout cas avec un peu de réflexivité, les chercheurs en entrepreneuriat ont dans un premier temps reflété cette masculinité-là dans la façon même de penser et d'étudier le phénomène entrepreneurial. Donc, une masculinité des pratiques sociales et des identités et du rôle social de l'entrepreneur qui s'est reflétée dans la masculinité des discours scientifiques sur l'entrepreneuriat, ce qui a été mis en évidence, donc notamment par Hall, Bruni, Kallas et leurs co-auteurs. Qu'est-ce que ça veut dire, cette masculinité de la pratique sociale de l'entrepreneuriat? Eh bien, ça veut dire que la masculinité, telle que définie notamment par Bem, à l'origine en psychologie, caractérise les pratiques, l'identité, le rôle social de l'entrepreneur, envisagé comme quelqu'un doté de caractéristiques dites masculines dans nos cultures, telles que l'assertivité, l'agressivité, la force ou la proactivité. Et les femmes, dans ce contexte-là, sont positionnées dans la littérature, mais aussi dans la pratique sociale, tout d'abord, comme étant un déficit de masculinité. Et donc, du coup, pour s'affirmer, pour se construire en tant qu'entrepreneur, en tant que bon entrepreneur, en tant qu'entrepreneur légitime, elles devraient se conformer aux attentes de genre liées au rôle social de l'entrepreneur, qui sont donc des attentes masculines. Attention, ce qui est suggéré aussi dans ces études-là que je viens de citer, c'est que les pressions sur les femmes entrepreneurs sont doubles et les amènent même à se retrouver dans confrontées à une sorte d'injonction paradoxale. Parce qu'on attend des femmes tout à la fois de construire une identité masculine et d'agir en homme en tant qu'entrepreneur, en se conformant donc aux attentes normées attachées au rôle social de l'entrepreneur, et en même temps d'assumer leur féminité sans la nier, parce que sinon, ceci risque de les rendre illisibles sur la scène sociale qui assimile depuis longtemps sexe biologique et genre.
Et si elles ne le font pas, donc si elles n'assument pas leur féminité tout en énactant, on pourrait dire, une certaine forme de masculinité, elles constituent une menace, on parle de gender threat dans la littérature anglo-saxonne, pour les autres acteurs sociaux qui sont appelés en tant qu'audience, à reconnaître ou pas ces femmes en tant que légitimes, en tant qu'entrepreneurs légitimes. Ce que Hall constate en 2006, c'est que cette masculinité donc de la pratique sociale de l'entrepreneuriat se reflète dans les discours académiques sur l'entrepreneuriat. Que donc l'entrepreneur est théorisé par la recherche entrepreneuriale en tant que sujet masculin, qu'il est instrumentalisé comme étant un individu au service de la croissance économique. Et ceci pèse évidemment à la fois sur notre compréhension de l'action entrepreneuriale et sur la construction des subjectivités, des identités entrepreneuriales. Les femmes étant envisagées comme fondamentalement différentes des hommes, comme ces sujets déficitaires. La division travail-famille est pensée comme s'appliquant exclusivement aux femmes, et que cela, donc les rôles dits féminins de mère, d'épouse, seraient donc en conflit potentiel avec le rôle d'entrepreneur qui, lui, est envisagé de manière masculine. Enfin, il y a une manière de penser l'entrepreneur comme un individu seul, isolé, séparé des autres, d'où l'individualisme de beaucoup de théories, de beaucoup d'approches de l'action entrepreneuriale, par exemple. Et puis, une majorité d'études qui adoptent des ontologies objectivistes et donc des épistémologies de type positiviste. Si on va maintenant s'intéresser aux approches féministes, d'abord de manière générale et ensuite dans le champ de l'entrepreneuriat. Dans le champ donc du féminisme, de manière générale, la théorie féministe, selon Harding, en 87, on peut distinguer trois grandes familles d'approches. Selon la première, les femmes et les hommes sont envisagés comme fondamentalement similaires. Selon la deuxième famille, les femmes et les hommes sont envisagés comme fondamentalement différents. Et puis, selon la troisième approche, les similarités, comme les différences d'ailleurs entre femmes et hommes, sont construites socialement. Et maintenant, focalisons-nous sur le champ de l'entrepreneuriat avec les auteurs que je viens de citer. Donc, tout d'abord, Hall. Comment est-ce qu'elle divise, comment est-ce qu'elle identifie les approches féministes dans le champ de l'entrepreneuriat? Selon elle, il y a trois façons de penser le genre et l'entrepreneuriat avec des approches féministes. La première grande famille, c'est la théorie féministe libérale ou les approches libérales, qui voient les hommes et les femmes comme similaires et qui donc s'intéressent à la façon dont les femmes devraient s'adapter aux demandes sociales, au rôle social masculin de l'entrepreneur afin de gagner une certaine égalité et qui renvoie au fond la charge quelque part de l'agentivité de l'action aux femmes. Vous n'avez qu'à agir, il suffit d'agir, de faire preuve d'agentivité pour s'adapter au rôle social afin de jouir par exemple d'une légitimité égale. La deuxième grande famille, est constituée par des approches psychanalytiques, mais aussi par des approches de féministes radicaux qui s'intéressent par exemple à l'émancipation des femmes, qui voient les hommes et les femmes comme fondamentalement différents et qui ne questionne pas en tant que telle la norme masculine. Elle offre juste une approche différente, parfois complémentaire, féminine, on pourrait dire, de cette norme-là. Et enfin, la troisième grande famille, qui est très représentée, de plus en plus représentée aujourd'hui, qui est constituée par les approches post-structuralistes, socio-constructivistes, qui s'intéressent non pas seulement aux femmes et aux hommes en tant qu'individus, mais aussi à ce qu'on appelle la masculinité et la féminité comme des construits sociaux et qui sont partagés aussi bien par les hommes que par les femmes, et à la façon dont les individus et l'ordre social interagissent afin de produire du genre, afin de produire des identités genrées, des pratiques genrées. Et c'est dans cette famille-là qu'on rencontre, par exemple, les approches de doing gender, de faire le genre. Je cite juste Butler, qui commence de plus en plus à irriguer le champ de l'entrepreneuriat. Selon Callas voit les approches féministes, les partage en deux grandes familles et non pas trois. Donc, elle regroupe les approches libérales, psychanalytiques et radicales. Pourquoi?
et d'un côté, et de l'autre côté, les approches socialistes ou marxistes et post-structuralistes, ainsi que les approches transnationales, parce que selon elles, au fond, ce qui est intéressant là, comme critère de distinction, c'est que les deux grandes familles partagent des ontologies et des épistémologies distinctes. La première grande famille se positionne dans une ontologie réaliste qui étudie les structures sociales, qui positionne les hommes et les femmes en tant qu'individus dans une structure sociale donnée et considère l'entrepreneuriat comme un phénomène qui se produit au sein de ces structures sociales données, qui pèse donc, qui a une certaine inertie et qui pèse, voire détermine les agents, les individus. En tout cas, qui a un certain poids normatif. La deuxième grande famille favorise plutôt une ontologie constructiviste. Donc, c'est là où on va rencontrer ces approches socio-constructivistes qui préfèrent, au lieu de réfléchir à cette approche appelée par certains binaire femme versus homme, de se focaliser sur le genre comme construction sociale, construction culturelle, comme un processus génératif, disent-elles, de l'ordre social, des identités et des pratiques, qui sont donc du coup situées, contextualisées, en permanent flux. Et selon cette deuxième grande famille, toute action sociale est genrée, y compris le langage, y compris les micro-pratiques sociales, y compris bien sûr tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. Et donc du coup, en matière de recherche empirique, on va s'intéresser aux processus et aux pratiques genrées qui produisent et reproduisent ces conditions de domination, de subordination, d'émancipation des entrepreneurs. Et si on va vers ces approches-là, donc avec notamment un article, très bel article de Nentwich et Kellan qui suggère beaucoup de pistes de recherche, on peut avoir des recherches, par exemple, qui s'intéressent au doing gender comme doing structures. Comment est-ce que des hommes et des femmes dans des professions atypiques, qui ne sont pas en convergence avec leur sexe biologique, font le genre. Comment des hommes ou des femmes, par exemple des hommes qui travaillent en tant qu'infirmiers ou des femmes entrepreneuses ou ingénieurs font le genre. Comment aussi on fait le genre en faisant son identité, en construisant son identité. Et ces études-là, par exemple, montrent, pour certaines, qu'on peut dissocier l'identité d'un individu de ses comportements genrés. Il y a des femmes et des hommes qui construisent des identités masculines ou féminines, malgré le fait, par exemple, de se comporter de manière masculine ou féminine. Et puis, le troisième axe qu'ils identifient et qu'ils proposent comme piste de recherche, c'est étudier le doing gender comme une pratique sociale flexible, spécifique au contexte, en montrant que ce qui est caractérisé, perçu comme féminin ou masculin varie au fond culturellement, varie dans le temps, varie au travers donc, du temps et de l'espace. Donc si je résume, pour cette approche-là, la troisième approche de Hall ou la deuxième grande famille de Callas, il s'agit donc de déconstruire analytiquement les processus et les pratiques genrées en entrepreneuriat en se demandant, par exemple, quelles sont les représentations de l'entrepreneur dans des sociétés, des cultures particulières, quelles subjectivités entrepreneuriales ou identités entrepreneuriales sont produites via des pratiques, des processus spécifiques, genrés, et puis quelles identités et pratiques sont minimisées, silenced, dévalorisées, comme étant illégitimes, comme étant autres, comme étant étrangères ou inappropriées par rapport à ce qui est attendu socialement. Et juste un petit focus par rapport à notre dernière étude avec Janice Byrne, Salma Fatoum et Lakshmi Balachandra qui vient d'être publiée en début de cette année. Donc, dans Organization Studies, on l'a appelé Gender Gymnastics in CEO Succession, Masculinities, Feminities and Legitimacies. Ce qu'on a étudié, ce sont des dyades de dirigeants et de successeurs de tout l'ensemble des sexes. On a fait toutes les permutations, l'ensemble de la matrice, pour voir comment les identités genrées sont construites dans l'interaction et montrer, in fine, comment les femmes, aussi bien que les hommes successeurs, peuvent énacter aussi bien des identités féminines que des identités masculines selon le contexte afin d'acquérir de la légitimité. Et donc, en montrant cela, on a montré que la construction identitaire et la construction de la légitimité du successeur sont des pratiques qui se déroulent en parallèle et qui s'aident, qui s'entraident l'une l'autre, en identifiant donc des identités masculines, entrepreneuriales, autoritaires, paternalistes, et puis féminines, relationnelles, individualisées, maternelles, qui ont déjà été identifiées et théorisées pour la plupart d'entre elles dans les articles que je cite en notre page. Donc Bruni, Connell, notamment sur les masculinités, et puis Patricia Lewis
fabuleuse sur les identités féminines. Et ceci fait écho aux travaux de Christina Constantinidis et de Teresa Nelson, relatifs à la succession sur un papier, donc une revue de littérature, sur le Sex and Gender in Family Business Succession Research, où elle attire notre attention que les questions de la masculinité, le gender, le gendering des hommes est très peu étudié dans la littérature successorale et on pourrait dire de la même façon dans la littérature entrepreneuriale. Et donc, notre papier répond à cet appel pour davantage d'études à la matière. Et je m'arrête ici, j'espère avoir tenu le timing et je vous remercie pour vos questions éventuelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup Miruna pour cette présentation fort éclairante et qui introduit extrêmement bien les choses. Alors, le temps est compté, donc je me tourne à présent vers Isabelle et Sophie. Alors, Isabelle et Sophie, comment est-ce que vous mobilisez finalement les approches féministes dans vos travaux respectifs? Est-ce qu'il y a des approches spécifiques que vous mobilisez particulièrement? Bon, je pense que dans l'ordre qu'on avait établi, je peux débuter. D'abord, je vais prendre une petite seconde. Je sais que le temps est compté, mais pour vraiment remercier les organisatrices pour cet événement-là. C'est vrai que ça nous faisait vraiment plaisir d'être présente. Merci aussi pour le 15 minutes de mise en contexte. Excellent, Miruna. C'est vraiment, ça met vraiment bien la table. Donc, merci. C'est sûr que nous, on va y aller de façon un petit peu plus succincte là, par rapport à cette question-là. Donc, moi, la première des choses que je dirais, ça a été nommé, c'est même dans le titre de l'événement, mais ça me semble central, c'est l'utilisation du pluriel pour parler des approches féministes parce qu'elles sont multiples. Miruna l'a bien montré. Moi, dans mes recherches qui ont un peu porté sur l'entrepreneuriat, certes, mais qui se concentrent aussi beaucoup sur les différentes formes de violence, notamment en milieu professionnel, je privilégie vraiment présentement l'approche intersectionnelle. Donc, vraiment, je m'intéresse à l'intersection des différents systèmes d'oppression, leur impact notamment sur la vie des femmes. Toujours important, Miruna l'a bien fait, toujours important de contextualiser l'émergence des différentes approches. Donc, ici, on parle de revendications d'écrits notamment de féministes afro-états-uniennes. On parle généralement et souvent là, à raison de Kimberly Crenshaw, juriste afro-états-unienne, qui a été la première à utiliser le terme d'intersectionnalité dans un texte scientifique de 1989 et beaucoup repris par la suite. Mais pas oublier par contre que cette dénonciation-là et le besoin d'avoir une analyse qui prend en compte l'intersection des différents systèmes d'oppression, c'est pas si récent. Puis je me permets de faire un petit aparté historique pour donner un exemple qui date de 1892. Aux États-Unis toujours, même si on sait que l'intersectionnalité n'est pas que états-unienne, de Anna Julia Cooper qui, et je cite, là, elle raconte donc, un peu plus loin, notre train s'arrête à une station délabrée. Je vois deux petites salles défraîchies, une avec un écriteau pour dames et l'autre pour personnes de couleur. Et elle conclut en disant, je me demande quelle appellation me désigne. Donc, pour revenir à la question, je pense que l'approche intersectionnelle, elle nous permet d'aborder non seulement les inégalités entre les hommes et les femmes comme groupe social multiple aussi, mais aussi les inégalités entre les différents groupes de femmes, donc avec la mobilisation de comment opèrent les autres systèmes d'oppression. Donc, on peut penser au racisme comme dans cet exemple-là. On peut penser au colonialisme, au classisme, au capacitisme. On va parler d'agisme aussi en termes de travail, notamment d'entrepreneuriat. C'est une dimension aussi qui est intéressante. Donc, vraiment, pour moi, l'approche intersectionnelle, elle permet une analyse multiniveau, microsociale, donc comme l'impact sur les trajectoires des individus, et macro-social, donc questionnement de comment, de façon systémique, ça opère. Et c'est vraiment ce que je fais dans mes recherches. Donc, je m'intéresse, oui, au parcours individuel, aux pratiques organisationnelles, mais aussi aux contextes sociaux. Et c'est avec ça que je veux terminer ma réponse. L'importance, et ça a été nommé tout à l'heure, mais l'importance de la contextualisation. Donc, pour les recherches en entrepreneuriat,
ça veut notamment dire questionner, oui, le modèle hégémonique masculin, donc androcentrique. Quand on parle, par exemple, de critères de performance, de mesures de soutien, tout à l'heure, il y a des choses qui ont été nommées aussi, surtout le travail invisible qui incombe généralement aux femmes. On va parler de charge mentale, de travail émotionnel aussi, même parfois. Donc, il y a des attentes et il y a des réalités qui sont différentes entre les hommes et les femmes, mais aussi selon le contexte personnel, professionnel et culturel dans lequel les femmes sont et donc aussi comment les différents systèmes d'oppression, donc être une femme racisée par exemple ou être une femme plus âgée ou appartenant à un groupe qui est historiquement marginalisé, être en situation de handicap va faire que notre parcours individuel ne sera pas le même, certes, mais c'est imbriqué dans des pratiques organisationnelles et c'est renforcé par des systèmes sociaux. Donc, je dirais contextualisation, mais aussi déconstruction des modèles binaires et hiérarchisants. Et j'arrête ici parce que je pense que j'ai largement pris mes 3 minutes. Merci beaucoup, Isabelle. Sophie. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, on a 3 minutes, vous me calculez également. Bien, ça me fait plaisir d'être là. Merci à tous mes collègues que je connais bien, que j'ai bien hâte de voir en vrai aussi. Nos petits séjours en France nous manquent et vice-versa, j'imagine, pour vous aussi. Donc, ben, pour répondre à la question, moi, je serais peut-être tentée d'être assez pratique, je dirais pas pragmatique dans ma réponse. Et puis, je sais que ma collègue Marie-Pierre Tremblay, que j'ai vue tout à l'heure, est là. Et je l'invite aussi peut-être à compléter tout à l'heure lors de la période d'échange et tout ça. Mais nous, on est sur le terrain, on a travaillé dans des projets de recherche avec une approche féministe, mais dans une perspective, je dirais plus de conseil à l'entrepreneuriat. Donc moi, comment j'ai mobilisé, comment je suis venue oui, je m'intéresse aux femmes entrepreneurs, mais on s'est intéressé rapidement au soutien qu'on donnait aux femmes entrepreneurs dans différents contextes. On a commencé en Afrique du Sud, bien, on a commencé au Québec. Après, on a eu un projet de recherche en Afrique du Sud, au Rwanda. Après, on a eu un mandat aussi avec les femmes autochtones chez nous, qui est un autre sujet aussi très connexe, là. Et puis, c'est en allant sur le terrain qu'on s'est rendu compte que puis je vais être un peu plus, je dirais, comme je disais, pragmatique dans mon approche en disant ce qu'on a fait sur le terrain quand on est allé rencontrer des organismes qui conseillent, et puis c'est pas anodin, là, les organismes qui conseillent, vous le savez, vous êtes dans le domaine, c'est véritablement important, là, parce que c'est le soutien financier, c'est le soutien personnel, c'est le développement, c'est les leviers. On s'est rendu compte que cette approche-là, là, bien honnêtement, elle n'était pas du tout considérée, à part des organismes de soutien qui sont dédiés aux femmes entrepreneurs. Et là, je parle, chez nous, on en a comme Femmes et Sœurs et tout ça, mais pour les autres, là, et moi, ça fait des années que je travaille là-dedans avec Isabelle, avec Marie-Pierre, avec Corinne, avec l'équipe et tout. Et puis, ça évolue très tranquillement. Et là, on a eu la chance, puis je pourrais vous en reparler si vous voulez plus tard avec Marie-Pierre. Marie-Pierre, je me disais, si t'es là, il faudrait publier là-dessus, je pense, parce qu'on a du matériel. On vient de terminer un mandat auprès d'une grosse organisation conseil au Québec. Et puis, on a eu beaucoup de difficultés à faire. Premièrement, puis tu sais, je ne veux pas rentrer dans le détail, là, mais les gens ne voient pas l'injustice que peuvent avoir certains entrepreneurs à ne pas être abordés dans leur spécificité, dans leur unicité. Donc, le modèle dont Isabelle parlait tout à l'heure et Miruna aussi, de dire, tu sais, pour eux autres, il y a un modèle d'entrepreneur et c'est à nous autres à fitter là-dedans. On a entendu souvent des gestionnaires, des conseillers qui disaient, ben, c'est aux femmes à s'adapter, hein? C'est aux femmes à rentrer dans le modèle. Puis nous, on n'arrête pas de leur dire, il faut déconstruire ce modèle-là. C'est pas vrai que quand on accompagne un entrepreneur femme autochtone, c'est la même chose qu'un homme de 50 ans qui a toujours vécu au Québec, qui a ses réseaux, que c'est pas pareil. Et ça, je vous le disais, ça nous, c'est écrit, puis ça nous apparaît tellement simple, mais c'est pas encore dans la mentalité. Je peux vous le dire, on a eu quand même beaucoup de discussions là-dessus en disant, alors, les gens pensent qu'on va aider tout le monde de la même façon. L'approche d'accompagnement aussi, dans l'approche même d'accompagnement très paternaliste, là. Moi, je vais te dire, je suis un entrepreneur qui a réussi et je vais te dire, toi qui commences et qui n'est comment tu peux devenir un peu mon modèle. On est beaucoup, là, je caricature, mais on est beaucoup là-dedans encore, plutôt que de dire, hey, c'est quoi ta réalité à toi? C'est quoi tes besoins? Et puis, comment moi, je peux plutôt me mettre en soutien à toi plutôt que de vouloir t'amener dans mon modèle à moi. Et ça, on a eu beaucoup de difficultés, puis c'est encore très, très présent. Donc, et alors là, les gens nous disent, ben,
dans le fond, on n'a pas besoin d'enlever les obstacles, on n'a pas besoin d'agir différemment parce que les gens ont juste à s'adapter, puis tout le monde est un peu pareil, puis c'est la compétence, puis on l'entend souvent. Donc, on essaie beaucoup de déconstruire avec les gens sur le terrain, des biens conscients. Là, on parlait de hommes, femmes et tout ça, là. C'est incroyable. Là. Tu sais, une femme, c'est comme ça, un homme, c'est comme ça. Puis là, c'est là qu'ils sont prêts à dire on va faire des adaptations parce que c'est vrai que la femme, elle a des enfants à la maison, puis elle a moins confiance en elle, puis elle réseaute moins. Hey, on peut, tu sais, alors Marie-Pierre, elle doit être avec moi, mais on a eu tellement des belles discussions à dire écoutez, là, tu sais, il faut déconstruire aussi ces biais-là, puis c'est normal, tout le monde en a des biens conscients, on travaille beaucoup là-dessus, mais il y a beaucoup de travail à faire sur le terrain. Donc, en théorie, oui, je pense que les approches féministes, on les comprend, on les conçoit, mais sur le terrain, mais bon, il y a un travail à faire, mais je pense qu'il faut continuer parce que ça nous aide vraiment à amener les gens à travailler différemment sur le terrain. Puis je m'arrêterai là peut-être pour le moment. Merci beaucoup, Sophie. Alors finalement, on voit que la plupart des chercheurs qui travaillent sur l'entrepreneuriat et le genre et puis qui mobilisent les approches féministes sont assez proches de leur terrain. Et d'ailleurs, c'est ce que vous évoquez, Sophie. Alors, est-ce que pour vous, c'est une condition nécessaire et finalement, comment on arrive à se dire qu'au départ, on va mobiliser des approches féministes pour justement approcher son terrain? Sophie et Miruna, alors je ne sais pas laquelle souhaite commencer. Allez-y, Miruna, je vous laisse. Oui, très rapidement, pour ma part, en tant que psychologue social, je suis sur le terrain et mon objectif, c'est de comprendre des pratiques sociales. Et les pratiques sociales sont toujours des pratiques situées et effectuées en interaction. Et à partir de là, quand on s'intéresse par exemple à un sujet comme la succession, et initialement on voulait savoir pourquoi on a autant d'hommes et pas assez de femmes, vous savez, l'éternelle question. Et on a compris en commençant à discuter avec les dirigeants et les successeurs que la question dépassait la division homme-femme. Et qu'au fond, ce que les acteurs sociaux disaient faisait référence à une certaine compréhension de la masculinité, de ce qui est la masculinité et de ce que c'est que la féminité. Et qui sont des compréhensions, c'est Marie-Pierre Tremblay qui me posait cette question, qui sont des compréhensions construites socialement. Ça ne veut pas dire, quand on dit construites socialement, qu'elles n'existent pas, qu'on ne peut pas les objectiver. Au contraire, elles existent, comme le disait Sophie, et combien. C'est-à-dire qu'elles sont construites en interaction, mais elles sont réifiées socialement. Elles se transforment en normes qui pèsent sur les acteurs et qui, du coup, dictent leur comportement, leurs identités et leurs pratiques. Donc, ce qui veut dire que c'est à partir de là qu'on s'est rendu compte, par exemple, que les successeurs étaient choisis parce que ils étaient toujours volontaires, toujours prêts, qu'ils avaient une énergie presque interminable, qui réussissaient leur divorce, n'est-ce pas, pour pouvoir s'occuper de la boîte, et ainsi de suite. Et que ces comportements étaient caractérisés comme masculins par les dirigeants. Et puis que d'autre part, ceux qui étaient rejetés du rôle de successeur étaient par exemple des hommes qui étaient des bons petits pères de famille. Je cite un dirigeant. C'est un bon père de famille, il s'occupe bien de ses enfants. Mais sous-entendu, il est trop féminin. Il ne sert à rien dans la boîte. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on on a été rendu à s'intéresser aux approches féministes et notamment aux théories plus récentes des féminités et masculinités multiples. Avec Connell, avec Patricia Lewis. Et c'est à partir de là, comme d'une carte, c'est un rainbow, c'est vraiment un arc-en-ciel d'identité et de pratiques genrées qui s'est ouvert devant nous. Et on a pu jouer avec les cartes en regardant ce qui se passait sur le terrain. D'accord, merci Miruna. Et Sophie, alors, vous en avez parlé, mais... Oui, on aurait plusieurs choses à dire, mais quand on fait les constats que Miruna a fait, ça, nous, on amène beaucoup les organisations. Puis moi, je tiens à ça, puis comme je vous dis, on a des bonnes discussions, mais de dire, on fait pas non plus
on ne fait pas plus de place aux femmes, aux autres, parce qu'on veut économiquement que ça soit plus rentable, parce qu'on se fait dire ça souvent aussi dans nos organisations, puis on se l'est fait dire encore par l'organisation partenaire avec laquelle on a travaillé. Bien, écoutez, moi, si je fais ça, c'est parce que je vois qu'il y a une business à faire avec plus de femmes à conseiller, conseillères, parce qu'il y a des subventions à avoir. Et là, moi, puis avec Marie-Pierre, on était très, écoutez, ça peut être une idée, là, mais ce n'est pas les bonnes raisons. Si on fait ça, c'est parce qu'on veut corriger des inégalités, on veut donner accès à plus de gens, une diversité de personnes au service entrepreneurial. Et c'est ça le point de départ. Et moi, je trouve que si on le fait juste pour dire, bien, économiquement, ça va me faire une clientèle, puis je vais créer, et puis là, on le voyait, là, je vais créer une petite section femmes dans mon organisation pour s'occuper de ça. On va dire aux femmes de rentrer là-dedans, puis c'est fait, on a atteint notre objectif. Là, nous, on a dit non, 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 si vous voulez cette démarche-là, faites-la, mais nous, c'est pas là-dedans qu'on s'inscrit comme chercheurs. Et là, on les a amenés en disant, premièrement, il faut le faire pour des questions de justice sociale. Moi, je pense que c'est ça le point de départ. Puis je pense qu'il faut le faire, il faut que tout le monde accepte de faire sa réflexion et d'identifier les changements tant qu'on doit faire de façon personnelle et organisationnelle. Et là, on a dit à l'organisation, ça concerne tout le monde. Et moi, je pense que c'est quelque chose aussi, quand on fait des recherches, qu'il faut amener dès le départ, de dire, c'est pas une affaire de femmes ou c'est pas une affaire d'Autochtones ou de personnes. Ça concerne toutes les organisations, et dans notre cas, c'est les organismes de soutien. Et c'est à chacun et à chacune. Et là, on rentre dans une complexité, mais les approches féministes, c'est ça aussi. Hein? Si on veut travailler juste à faire du patch, à réparer quelques petits trucs, ça ne fonctionne pas. Donc, nous, on leur dit, il faut vous embarquer dans... Ça va prendre du temps, ça va être plus complexe, mais il faut que tout le monde... Et c'est pour ça qu'on a rencontré des conseillers-conseillères, on a rencontré des partenaires dans l'écosystème. On s'est dit, il faut que les gens amorcent cette réflexion-là de changement, tant au niveau individuel que structurel dans l'écosystème pour favoriser une meilleure intégration d'une diversité de personnes et soutien à l'entrepreneuriat. Donc, ça demande vraiment un positionnement là, des gens, des chercheurs et des gens qui sont dans nos terrains de recherche avec nous puis qui veulent évoluer puis qui veulent apporter des changements. C'est tout qu'un positionnement d'utiliser ces approches-là. Mais nous, on pense que ça, et on le constate aussi, ça amène les gens ailleurs, je pense, à faire une réflexion beaucoup plus en profondeur que d'amener juste quelques petites corrections à la marge pour faire fitter les gens dans la norme actuelle qu'on constate, qui est encore très présente. Merci Miruna, merci Sophie. Ce qui transparaît quand même, c'est la question de l'engagement et de l'engagement militant. Et c'est vrai que si on observe la communauté en entrepreneuriat, nous y compris, avec Christina, avec Corinne, on se pose régulièrement la question de savoir finalement comment on fait vivre notre engagement, comment on fait vivre notre militantisme, parce que quand on travaille sur ces questions, on est très souvent, on travaille avec les réseaux de femmes entrepreneurs, avec les réseaux de soutien, et donc l'engagement, il est très fort. Alors Isabelle, on se posait la question de savoir si en anthropologie, c'était différent. Est-ce que sur la base de votre expérience, la frontière entre militantisme et recherche, elle est plus poreuse ou pas? Merci pour la question. J'étais vraiment heureuse de réfléchir à ça et je trouve que, bien sûr, c'est en cohérence avec ce qui est habituellement le cas, avec ce que Sophie vient de dire. On se situe généralement à la même enseigne, très certainement, mais c'est exactement le point que je voulais amener, c'est-à-dire que, comme Sophie l'a bien nommé, puis comme les collègues l'ont nommé depuis le début, on s'intéresse aux inégalités sociales. Donc, quand on fait de la recherche, on va dire, ben, oui, on va la documenter, on va essayer de l'analyser, mais très certainement, les raisons pour lesquelles on travaille sur ces sujets-là, c'est comme Sophie l'a dit, c'est dans une perspective de justice sociale. Donc, quand on veut faire un changement social, puis des fois, on va souvent opposer ce qui est supposé d'être de la recherche complètement objectif et le militantisme, comme si c'était pas deux dimensions qui se parlent, qui cohabitent et qui permettent de travailler ensemble. Moi, je pense que ça nous prend les deux pour arriver là. Et souvent, militantisme va avoir mauvaise presse aussi, comme si, encore une fois, ce n'était pas objectif, mais c'est une question d'engagement social. Donc, des fois, les termes aussi qui sont utilisés ou comment ils sont reçus peut être importants. C'est vrai que les questions
d'analyse et des injustices sociales. C'est quelque chose qui est particulièrement présent dans les études en sciences sociales, dont l'anthropologie. Mais moi, je le prendrais dans un autre angle, c'est-à-dire que si on parle des approches féministes, c'est une des valeurs ajoutées, moi je dirais, des approches féministes, d'être multidisciplinaire. Donc, je pense qu'il y a des éléments à aller prendre de chacune des disciplines. Un autre élément que je voulais apporter par rapport à ça, quand on oppose ou quand on parle de frontières entre militantisme ou engagement et recherche, c'est de ne pas oublier que les deux se nourrissent. Quand je parlais tout à l'heure de l'analyse intersectionnelle, par exemple, où on va parler des féminismes postcoloniaux, décoloniaux, ça vient des groupes militants, ça vient du contexte. On peut pas, les deux ne peuvent pas être déconnectés. Donc, les deux se nourrissent, à mon avis, cohabitent. Et je terminerai aussi en amenant le point de un des éléments auxquels on est souvent confronté, puis c'est peut-être de là aussi que vient votre question, quand on inscrit nos recherches comme professeur ou comme étudiante au cycle supérieur, donc qui fait de la recherche, dans des approches féministes, c'est le mythe de l'objectivité. Et ça a été un petit peu nommé tout à l'heure. Donc, on va remettre en question les études, les recherches féministes parce qu'elles sont engagées et donc elles seraient subjectives et elles ne seraient pas neutres et donc elles ne seraient peut-être pas complètement scientifiques. On le sait, là, et ça a été démontré par différentes approches, dont les diverses approches féministes, ça a été déconstruit, cette pseudo-neutralité-là de la recherche dominante, en fait, de comprendre que, et tout à l'heure, on parlait d'androcentrisme et de modèles et de normes, mais ce qu'il faut voir, c'est que toutes les recherches et toutes les pratiques, elles sont situées. C'est juste que quand elles sont menées par des gens qui font partie du groupe social en situation de privilège, on ne le questionne pas, c'est la norme et on ne la remet pas en question. Donc, déjà, cette reconnaissance-là de la validité, de la scientificité, de l'engagement me semble importante. Puis je dirais, pour terminer en faisant le pont avec ce que Sophie a dit, cette question aussi de contact direct avec la réalité terrain. Souvent, on va parler comme si la théorie et la pratique, on travaille les deux de façon séparée, ça ne se parle pas, mais on bénéficie l'un de l'autre. On ne peut pas avoir des théories si elles ne sont pas ancrées dans la réalité et la pratique des gens et si elles ne servent pas aussi. Et l'inverse est vrai. Donc, je pense que c'est plus poreux qu'on pense, mais dans tous les domaines, dans toutes les disciplines. Puis, de se resituer aussi comme personne, on fait partie de ces systèmes-là. Parfois en situation d'oppression, parfois en situation de privilège, très certainement les manifestations des rapports de pouvoir, on y participe comme individu, Sophie l'a bien dit aussi, dans les organisations, puis ultimement, socialement. Donc, on peut, à mon sens, à moi, on ne peut pas juste dire, on va avoir une perspective féministe dans les projets, mais pas dans nos pratiques. Donc voilà, j'arrêterai ici. Merci beaucoup Isabelle. Alors, dans les travaux, on mobilise, la perspective intersectionnelle est de plus en plus mobilisée. Alors finalement, Sophie, selon toi, est-ce qu'il y a des conditions nécessaires pour mobiliser une approche intersectionnelle? Est-ce qu'il y a des difficultés, des freins particuliers? Il y a Mélina qui avait la main levée. Je ne sais pas si tu voulais... Excuse-moi, Sven, c'est juste que je me disais... Est-ce que ça va ou Merci Sophie. Deux mots en écho à ce qu'Isabelle vient de dire. Je pense qu'il faut sortir de cette vision un peu naïve qu'on peut faire de la recherche en entrepreneuriat qui n'est pas une posture politique, quel que soit le thème sur lequel on travaille. C'est-à-dire que nos travaux irriguent nos propres pratiques, comme l'a montré Sophie de manière très concrète, en lien avec les organismes d'accompagnement. Nos travaux irriguent ce qu'on discute avec les décideurs politiques, ce qu'on fait avec nos entrepreneurs, avec nos étudiants. Donc, notre travail a des implications politiques. Donc, ça veut dire qu'il faut quitter cette posture naïve, il faut se poser la question de notre responsabilité en tant que chercheurs, en tant qu'acteurs sociaux par rapport aux thèmes, aux idées et aux démarches dont on est à l'origine ou qu'on produit et qu'on reproduit. Voilà, c'est tout.
Merci Miruna. Peut-être pour enchaîner sur les deux, sur ce qui était en discussion, puis la question de Tiffaine, moi, je pense que, tu sais, le militantisme, oui, c'est sûr que quand on arrive avec cette approche-là, il y a un engagement. Mais cet engagement-là, c'est pas juste de dire, ah, ben, il faut le faire, oui, la justice sociale, c'est très important, tout ça, mais moi, on amène souvent les gens à regarder leur propre situation en disant, ben moi, je veux bien arriver avec une cause, là, moi, je la porte très, très bien, cette cause-là, mais regardez, vous avez un problème de représentativité au niveau des femmes entrepreneurs, vous avez un problème de représentativité au niveau de la diversité des personnes racisées, vous avez presque pas de conseillers, conseillères, hommes, femmes ou personnes racisées qui conseillent aussi une diversité d'entrepreneurs. Donc, regardez votre situation. Ça va au-delà du militantisme, je pense, parce que les gens, ils nous approchent en disant, ouais, ben, je pense qu'on a un problème, on n'a pas assez de femmes entrepreneurs, on n'a pas assez de femmes conseillers, conseillères, notre clientèle est plutôt homogène, puis, tu sais, dans notre cas à nous, là, il fallait que tu ailles, je ne sais pas moi, un chiffre d'affaires, tu sais, que tu arrives avec 1 million ou je ne sais pas, je dis quelque chose comme ça, là, un gros, alors que ça excluait beaucoup, beaucoup de gens en partant. Donc, ces gens-là, quand ils font les constats de leur propre situation, moi, je pense que ça va bien au-delà du militantisme de dire, on veut changer des choses et regardez, là. Et moi, je leur dis, là, si vous voulez rester comme ça, restez comme ça. Mais ça fait des années que vous essayez de faire des petites choses à la marge, puis ça change plus ou moins. Donc, si vous voulez une vraie approche, bien, là, on peut faire des changements qui vont changer vos pratiques à vous. Donc, oui, il y a du militantisme, mais il y a des faits qui parlent aussi. Et je voulais juste, avant de parler de DI, je voulais parler de la présence de Marie-Pierre, là. On parle d'enjeu de faire ça, là, il faut le faire en équipe. Hein? Et puis, moi, avec Marie-Pierre, Marie-Pierre est vraiment spécialisée en entrepreneuriat, vous le savez, ce n'est pas mon cas. Et puis, moi, je suis plus en études de genre, en EDI, tout ça. Et puis, si on n'avait pas été ensemble, on n'arriverait pas, je pense, dans notre discours, parce qu'à un moment donné, Marie-Pierre sort les arguments entrepreneuriaux en disant, oui, mais dans le contexte, là, ce que vous dites, c'est que moi, je connais ça. Puis moi, des fois, là, en EDI, je dis, ouais, mais dans les autres organisations, on le fait, tu sais, puis voilà. Alors, on a vraiment jumelé. Puis ça, moi, ça serait quelque chose que je trouve qui est vraiment important si on veut travailler là-dedans, dans des approches comme ça, tu sais, où on co-construit, de travailler avec différents, tu sais, arriver avec parce que tout seul, on n'y arrive pas, là. Tu sais, moi, je pense que je n'avais pas eu Marie-Pierre, puis vice-versa, là, on ne serait pas arrivé à faire une recherche, tu sais, puis des interventions de cette nature-là. Et puis, l'intersectionnalité, oui, moi, je ne vois pas d'inconvénient à utiliser ça. Au contraire, là, je trouve qu'il y a juste des avantages de voir, d'amener les gens vers cette posture-là qui dit, ben parce que moi, on l'a vécu, là, je ne sais pas chez vous, mais nous, là, on parlait de la femme qui devient, tu sais, il y a des femmes qui ont des discours chez nous qui sont absolument, là, tu sais, comme des hommes, là, de dire il n'y en a pas d'inégalité, puis on a pris le moule parce qu'on n'avait pas le choix. On l'a vu beaucoup en entrepreneuriat. Des femmes qui tiennent ce discours-là aussi en disant, ben moi, j'ai réussi, fait que les autres, ils vont rentrer dans le même modèle que moi. Donc, je pense qu'il faut pas travailler juste pour nos femmes qui sont plus favorisées chez nous, mais les femmes qui sont au centre de plusieurs inégalités. Et puis, nous, on a même élargi, je dirais, à la perspective là, en équité, diversité, inclusion, dans notre mandat, en disant, ben, quand on sort du modèle dominant, du modèle traditionnel, là, on a toute une diversité, on rentre dans toute une panoplie de personnes qui vivent, hein, chacun à leur niveau, avec leur expérience, leur positionnement, leur bagage et leur appartenance à différents groupes. Et là, alors, nous, on trouve que cette ouverture-là et ce levier-là qu'on a est très intéressant dans nos travaux en disant, vous allez changer vos pratiques, non seulement pour les femmes, mais pour toutes sortes de femmes dans toutes sortes de situations et pour des personnes en situation de handicap et des personnes autochtones et des personnes racisées qui ne sont pas dans le modèle que vous avez en tête quand vous conseillez, qui vivent plein d'autres affaires qu'il faut que vous connaissiez puis qu'il faut que vous, que vous abordiez avec ces personnes-là. Donc, vraiment, en tout cas pour moi, je vois ça comme un levier supplémentaire pour arriver à faire prendre conscience aux gens qu'il faut changer de modèle, là, dans le fond. Tu sais. Merci beaucoup, Sophie. Alors, on arrive au terme de cette table ronde. Une dernière question à Miruna. Finalement, comme vous l'avez dit au départ, hein, l'analyse des masculinités et des féminités a permis d'ouvrir la question de la place des approches féministes en entrepreneuriat,
qui était jusqu'ici réservé aux femmes entrepreneurs. Alors finalement, selon vous, comment l'intégration des masculinités permet de poser de nouvelles questions ou de produire de nouveaux sujets de recherche pour le champ? Je vais juste dire un mot et qui relie mon propos à l'observation de Christina et de Teresa dans leur article. Au fond, cette question de la masculinité et de la féminité comme multiple et comme partagée, performée aussi bien par des hommes et des femmes, nous a mis, nous, sur notre terrain, face à des questions très intéressantes, où l'on a vu des femmes qui ont été sélectionnées au détriment de leurs frères en tant que successeurs de l'entreprise familiale, parce qu'elles étaient perçues comme plus masculins, comme vraiment les plus masculins de la fratrie par leur père, le dirigeant. Et ceci nous a montré avec une clarté très puissante qu'au fond, les hommes sont aussi des victimes potentielles de la masculinité hégémonique. Connell le disait déjà. Maintenant, nous, on l'a vu de nos propres yeux. Hein. Les hommes, donc, il est évident que les femmes se confrontent à des questions qui sont très spécifiques parce qu'il y a une structure sociale. Bon, il y a des lourdeurs, disons, de différentes autres qui sont ancrées socialement, voire politiquement. Mais les hommes aussi, dans nos sociétés, tant qu'ils ne performent pas l'entrepreneur d'une certaine manière, de la manière dictée par la masculinité hégémonique, ils sont au risque de ne pas être considérés en tant qu'entrepreneurs légitimes, voire même pas en tant qu'hommes. Hein, ce ne sont pas des bons, des vrais. Et donc, la masculinité telle qu'elle est performée par les hommes, tout comme la féminité, ça devient quelque chose d'intéressant. Donc, s'intéresser à la question du genre et de l'entrepreneuriat, non seulement en étudiant des sujets féminins, des femmes, mais aussi des hommes, voire aussi s'intéresser aux autres identités sexuelles, parce que là, on reste, j'ai l'impression qu'on est un peu au Moyen-Âge, binarité sexuelle, s'intéresser, aller vers les communautés LGBT. Comment est-ce que ces communautés-là construisent leurs identités entrepreneuriales, leurs pratiques entrepreneuriales? Nous, on s'intéresse aujourd'hui à la question de comment est-ce qu'ils font famille dans le champ de l'entrepreneuriat familial. Donc, ces questions-là, vous voyez, on peut les attaquer avec un angle post-féministe, donc un angle de doing gender, avec des féminités, masculinités multiples et avec des focus qui sont plutôt ancrés dans une ontologie constructiviste que en s'intéressant exclusivement aux femmes avec juste une approche binaire. Voilà, donc tout est possible et on a besoin de toute cette pluralité d'approches, mais il est vrai que ces approches récentes nous ont mis, sous les yeux une réalité très intéressante qu'on est en train de creuser et à laquelle on s'intéresse aussi avec Christina. Parce que même à la question de comment les femmes performent-elles la masculinité, on n'a pas vraiment répondu de manière adaptée. Hein, les libéraux féministes nous ont dit oui, il faut qu'elles performent la masculinité pour qu'elles soient des vrais entrepreneurs, mais encore faut-il comprendre ce que ça veut dire, vous savez, en termes d'identité, en termes de comportement. Merci. Merci beaucoup, Myruna. Un grand merci à toutes les trois pour ces éclairages ô combien passionnants sur la question des approches féministes en entrepreneuriat. Je passe maintenant la parole à Corinne. Alors, il nous reste un peu de temps, en fait très peu de temps, mais néanmoins, juste pour une question, il y a une question qui reste présente, donc je vais vous la poser et la soumettre si vous voulez bien. Comment répondre à la tendance naturelle d'invisibilisation des doubles minorités, femmes émigrantes ou autochtones? Et est-ce que vous avez des idées concrètes? Si l'une ou l'autre ou plusieurs d'entre vous veut répondre, on n'aura que cette question, je pense, que le temps passe, mais si vous voulez donner quelques éléments de réponse, ça serait bienvenu. Je peux peut-être juste dire un petit quelque chose côté pratico-pratique. Nous, on en parle quand on fait nos projets de recherche, puis on pose des questions. Puis nous, on avait un partenaire de notre organisation qui est quand même une grosse organisation. Puis on leur disait, c'est quoi le pourcentage, vos femmes, là, c'est quoi? C'est des femmes, personnes racisées, tout ça. C'est quoi les informations? Puis ils me disaient, je ne sais pas, ils ne savaient pas ça.
Hein, ils ne savaient pas c'était quoi le pourcentage de femmes qui étaient soutenues versus hommes, puis quel était le profil de ces gens-là en termes de groupe d'appartenance. C'est la première chose, je pense qu'il faut, c'est la première question qu'il faut poser, puis qu'il faut constituer ces données-là, parce que si on n'a pas d'idée de ce que ça veut dire, c'est difficile après de travailler à rendre visibles ces femmes-là. Donc, je pense qu'il faut faire un effort vraiment d'aller chercher ces informations, des constituer, puis après, de travailler en ce sens-là. Là. Je peux me permettre de rajouter Isabelle? quelque chose. Oui, mais je ne voulais pas enlever la parole à Miruna, mais je pense que le point de Sophie est excellent, c'est-à-dire la prise de conscience du manque de représentativité, d'aller documenter, parce que même parfois, on ne le documente même pas. Donc, on a des hypothèses qu'il y a un manque de représentativité qui sont souvent avérées. Puis moi, je dirais à ça aussi, et c'est ce qu'on fait aussi dans nos recherches, c'est aller documenter la réalité de ces personnes-là aussi, parce que c'est elles qui sont en train de le vivre et on peut avoir justement la question du modèle normé et tout ça, mais il ne s'agit pas juste numériquement, et ça on le voit même dans d'autres recherches, là, dans des milieux historiquement masculins où maintenant on a des grandes proportions de femmes, numériquement, les femmes sont plus présentes, et là on peut se questionner sur quelles femmes aussi quand il y a d'autres facteurs de discrimination, mais on ne change pas le modèle, on ne change pas les pratiques, et donc on intègre numériquement, mais le changement plus structurant, il n'est pas là. Donc je dirais, oui, se questionner sur ça, s'assurer qu'il y a une représentativité, mais s'assurer qu'on change vraiment vers des pratiques plus inclusives. Et ça part en donnant la parole, donnant l'espace et en écoutant les personnes qui vivent les choses depuis leur propre situation. J'arrêterai ici. Merci. Alors, moi, j'avais peut-être encore une question par rapport au positionnement des approches féministes dans le champ de l'entrepreneuriat. Souvent, il y a une confusion avec les Critical Management Studies, les approches critiques en management. Donc, est-ce que les approches féministes sont une sous-partie de ces Critical Management Studies en entrepreneuriat, ou est-ce que c'est quelque chose qui va au-delà? Si je peux apporter une réponse. Pour ma part, les approches libérales ne sont pas forcément critiques. Donc, les approches libérales, comme Al l'a très bien noté, vont au fond dans le sens de l'identification d'un déficit féminin et qu'il s'agirait de combler. Et à partir de là, on fait des recherches pour voir comment est-ce que les femmes peuvent-elles combler ce déficit-là. Ce n'est pas une approche critique. C'est une approche qui accepte la masculinité du rôle, qui ne la questionne pas. De même, il y a des approches psychanalytiques qui ne sont pas forcément critiques. C'est une réalité, on accepte une réalité sociale et on ne la questionne pas. Par contre, les approches post-structuralistes, des approches radicales, les approches socialistes marxistes, oui, là, on est dans des approches qu'on peut appeler critiques. Donc voilà, pour moi, il y a une certaine interaction, elle se recouvre à certains endroits, mais pas partout. D'où effectivement des débats. Les féministes se bataillent un peu. Qui est le vrai? Qui est la vraie? Et qui est plus ou moins critique et ainsi de suite. Bon, donc. C'est intéressant. Eh bien, il me reste à vous remercier pour ce débat, à remercier le groupe thématique et à remercier les trois intervenantes. C'était vraiment d'une grande richesse et d'un excellent niveau. Je pense que ça a intéressé au plus haut point tous nos participants. Et je crois aussi que ça a posé d'autres questions auxquelles malheureusement nous ne pourrons pas répondre aujourd'hui. Donc, est-ce que l'idéologie est nécessairement l'ennemi de la science ou pas? Est-ce que le chercheur est capable de se dédouaner de toute forme de militantisme ou pas? C'est aussi une question que vous avez soulevée et qui pourrait faire l'objet d'un débat ultérieur. Voilà, donc merci à toutes les six et nous vous retrouverons lors du prochain webinaire de l'RPME. D'ici là, portez-vous tous bien, prenez soin de vous et des vôtres. Au revoir.